Très bien, les amis, bon mercredi. Qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Beaucoup de choses. À fond, sans détour. Jeremy Boring, ancien PDG de Daily Wire, passe à l'offensive contre mon mari. C'est étrange. Les gens ne font généralement pas ça. Il encourage les journalistes à enquêter sur les affirmations de Laura Loomer. Candace a-t-elle menti au DHS? Il dégage un peu ce genre d'énergie. Je suppose que vous pouvez encore ajouter une pièce dans la tirelire du, je vous l'avais bien dit, Daily Wire. Ils fonctionnent comme une secte dérangée et ils n'arrêteront jamais d'essayer de détruire ma vie. Nous allons parler de ça, mais d'abord et avant tout, nous allons aussi parler de Brian Harper parce qu'il a envoyé d'autres notifications légales dont vous devriez être informés et sa toute dernière m'intéresse particulièrement. Je pense que vous allez trouver cela vraiment, vraiment intéressant, n'est-ce pas? Parce que c'est un chien qui n'aboie pas. Nous apprenons des choses sur notre système judiciaire au minimum et il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui en abusent par esprit de représailles. Bienvenue à nouveau sur Candace. D'accord, commençons par les mises à jour intéressantes concernant le procès en diffamation intenté contre moi par Brian Harper. À savoir qu'il commence à envoyer ce qu'on appelle des ordonnances de préservation. Essentiellement, ce que cela signifie, c'est que lorsque vous en recevez une, peu importe qui vous êtes, vous n'avez pas le droit de supprimer quoi que ce soit. Elle va, en quelque sorte, énumérer ce que vous n'êtes plus autorisé à supprimer. Leur avocat va l'envoyer. Vous ne pouvez pas supprimer vos messages textes, vos messages signal. Ne supprimez aucune communication entre vous, cette personne, les emails, etc. C'est essentiellement une façon de prévenir quelqu'un. Ils peuvent être en possession de quelque chose qui est pertinent pour aider soit la défense, soit l'accusation à constituer leur dossier contre quelqu'un d'autre ou pour protéger quelqu'un d'autre, d'accord? Nous chercherons donc à obtenir ces infos par voie d'assignation. Vous devez conserver ces données. Ne supprimez rien. Alors, comment puis-je savoir que c'est ce qu'ils font? Eh bien, parce que leurs avocats ont envoyé un email à mon équipe pour me demander de leur donner l'adresse Diane Carroll. En réalité, je n'ai jamais eu l'adresse Diane Carroll. Il vit un peu en nomade. Il semblait agir comme s'ils étaient sous illusion, qu'il était un co-animateur régulier de cette émission ou un animateur de l'émission, et qu'il travaillait pour moi alors qu'en réalité, comme vous le savez tous, il m'a simplement remplacé pendant mon congé maternité l'année dernière. Et nous avons payé son Airbnb pendant cette période. Je pourrais leur donner l'adresse de l'Airbnb, mais je ne pense pas que cela leur serait utile. Bref, j'étais un peu confuse, je dois l'avouer. J'étais très confuse quant à ce qu'Ian Carroll avait à voir avec quoi que ce soit concernant Brian Harper, à part le fait qu'au tout début, il a en réalité été utilisé par l'autre camp, les YouTubers. Vous vous souvenez de Paramount Tactical? Il y avait Valhalla et il disait « Ah, est-ce que ces gars de l'armée essaient de te mettre en garde? Je t'en avais parlé à l'époque, contre le fait d'inviter Mitch dans mon émission. » J'allais faire cette émission avec Mitch. Ils se sont mis au travail pour que plein de gens viennent me prévenir. Si je faisais ça, ce serait une énorme, énorme, énorme erreur. Je ne m'en remettrais jamais. Ma carrière serait terminée. J'entends ça tellement souvent, mec. J'ai entendu ça très souvent au cours des 10 dernières années et plus. Ils avaient beaucoup de choses à dire, avant tout que Mitch n'avait jamais été à Fort Huachuca, que c'était un imposteur complet. Il n'aurait même pas pu entrer sur la base parce qu'il n'avait jamais servi dans l'armée. C'est ce qu'il disait au début. Il n'avait même jamais servi dans l'armée. Il n'y avait jamais mis les pieds. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Ces deux affirmations ont finalement été prouvées fausses, sans l'ombre d'un doute. Oui, il a bien servi. Et oui, en fait, comme je l'ai immédiatement répondu à Yann, il était bel et bien à Fort Huachuca. J'ai ses preuves, il n'aurait pas pu fournir plus d'éléments. J'ai examiné les métadonnées. Il a enregistré des vidéos pendant qu'il était là-bas parce que c'était en quelque sorte un voyage, un retour sur le passé pour lui de l'époque où il servait. Il m'a également transmis ses reçus d'hôtel. J'étais très sûre qu'il racontait n'importe quoi et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Et puis, ils ont commencé à attaquer son passé. Eh bien, si elle lui parle, on a plein de dossiers sur ce qu'il a fait à ses ex-petites amies il y a 20 ans et des histoires d'enfants et de mères de ses enfants. Et soudain, c'est devenu très Jerry Springer. Je me disais, tout ça ne m'intéresse pas. Je me fiche de savoir si cet homme a 27 mères de ses enfants.
Même si vous connaissiez quelqu'un qui était littéralement accro au crack, n'est-ce pas? Si cette personne dit « Hé, ce matin, j'ai vu un tel au CVS », ok, peut-être qu'elle l'a vu. Ils peuvent attribuer, ils peuvent vraiment dire « Oui, j'ai vu cette personne au CVS ». Ce n'est pas une évaluation du caractère, c'est simplement de savoir où tu étais, si tu étais exactement là où tu as dit que tu étais. Voilà. Yann, après n'avoir évidemment pas réussi à me convaincre que ce qu'il disait ou lui racontait était vrai, s'est retiré gracieusement de toute la situation, s'est retiré de tout ce fiasco. Mais bien sûr, il a fait ce qu'il demandait, il a transmis leurs avertissements, les avertissements du bureau militaire. Il disait qu'ils étaient en communication avec des lieutenants-colonels, vraiment en train d'essayer de se présenter comme les professionnels. C'est de l'usurpation de mérite. Bref, on en reparlera plus tard, parce qu'en réalité, c'est la deuxième personne, le deuxième personnage, que je trouve encore plus intéressant dans cette histoire. Donc, tu sais, il y avait en fait des gens en ligne qui ont publiquement et très clairement accusé Brian Harpel d'avoir assassiné Charlie Kirk. Ce n'était pas sous-entendu. Ils n'étaient pas du genre « Hey, peut-être que c'est ce type qui a tué Charlie Kirk directement. » Oubliez une réunion à Fort Huachuca. C'était « Voici notre homme, Brian Harpel. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette ou fait quelque chose. » Et pourtant, mystérieusement, j'ai un peu observé et fait attention, et ces personnes ne sont pas poursuivies pour diffamation. Des gens qui faisaient des vidéos affirmant qu'il avait fait ça. Non, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ne commenceriez-vous pas par poursuivre la personne qui affirme de façon aussi évidente que vous avez tué quelqu'un? Et dans plusieurs vidéos, Baron Coleman a d'ailleurs souligné cette différence, si l'on peut dire, dans son podcast. Écoutez ça. Owens est la personne la plus en vue à propager des théories du complot infondées sur Charlie Kirk, mais elle n'est pas la seule. Je n'avais pas encore tourné la page que je me suis dit qu'il devait forcément parler de Blake Bednar, parce que Blake Bednar accuse nommément Brian Harpel, pratiquement tous les jours, d'avoir assassiné Charlie Kirk image par image. Il a même toute une vidéo intitulée « Judas Harpel ». Franchement, si tu dois poursuivre quelqu'un... Mais Candace avait invité quelqu'un et elle disait « Ouais, c'est limite. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ah, on va la poursuivre en justice. » Et Blake Bednar est là à dire « Ouais, Brian Harpel, c'est lui qui l'a fait. Il l'a absolument fait. Tu ne peux pas me dire qu'il ne l'a pas fait. » Voilà la vidéo où on le voit le faire. Regarde, c'est là qu'il serre la main. C'est lui qui l'a fait. Partout sur X, dans tous les X-Space, partout sur YouTube. Peut-être qu'ils ignorent tout, car Brian n'a pas un public immense. C'est conséquent, mais pas géant. Donc peut-être qu'il n'était pas au courant. Non, 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 il l'est. Il l'est. C'est juste là. C'est littéralement affiché à l'écran, juste là. Et il est écrit que son nom est Brian Harpel. Et puis, il y a genre des photos d'action. Le détonateur s'active sous sa chemise, en dessous de son poignet. Je veux dire, c'est littéralement une flèche qui pointe exactement vers la télécommande dans sa poche avant droite. C'est ça qui a causé ça. Il ne donne pas son avis. Il n'est pas en train de donner une opinion. Il vous dit les faits. C'est comme ça que cet homme est mort. C'est ce qu'il vous dit. Et pourtant, non, ce personnage de Blake Bednar n'est pas mentionné dans ce procès. Il n'y a aucune action contre lui. D'ailleurs, Baron n'exagère pas. La personne à laquelle il fait référence, c'est Douglas Blake Bednar, de son nom complet. Et il n'a certainement pas mâché ses mots lorsqu'il a commencé à avancer des théories sur Brian Harpel après l'interview désastreuse de Brian. Avec Sean Ryan, voici juste une sélection aléatoire de ses tweets, les tweets de Blake Bednar. Il a écrit, premièrement, « C'est lui qui a appuyé sur la gâchette pour déclencher la détonation sous la chemise de Charlie. Brian Judas Harpel portait les commandes sous ses vêtements. J'en suis certain à 1 trillion de %. Eh bien, cela pourrait être de la diffamation. Ensuite, il n'y a jamais eu d'arme à feu. C'était une arme appelée une charge creuse. Voici qui a réellement déclenché la charge sous le T-shirt de Charlie. Il s'appelle Brian Harpel, de Dallas, Texas. » D'accord, 3e fois. Blake Bednar écrit « Une arme à feu n'a jamais été tirée et une balle n'a pas touché son cou. La charge en forme de pendentif a été déclenchée par Brian Harpel. C'est pourquoi le collier a été un point central juste après l'incident. Erika et Frank ont dû prouver son existence. Ce n'est pas le collier que Charlie Kirk portait. En voici un autre. Qu'est-ce que Brian Harpel avait caché sur lui?
Deux choses. Premièrement, l'objet à l'avant de son pantalon. La poche droite de son pantalon est ce qui a causé l'interférence audio. Et l'objet sous sa chemise, sous son aisselle gauche, est ce qu'il a discrètement pressé. Au moment où Seka a été touché, nom d'un chien, c'est ça. Je vous le dis vraiment, les gars. Et ainsi de suite. C'était la routine. Brian Harple a assassiné Charlie Kirk. Voici comment. Depuis son dos, tenant quelque chose, appuyant sur une gâchette. Tout le monde a vu ça sur Twitter. J'en étais moi-même conscient. Et voici même un extrait de Blake faisant ses accusations. Vous voyez ça ici? Je veux que vous fassiez attention à chaque fois avec Brian. C'est ce qu'il fait. À chaque instant précis où il s'apprête à manipuler soit l'arme à feu, soit la manette de contrôle, ou encore le détonateur et la gâchette. Il s'empresse de tirer nerveusement son t-shirt vers le bas, parce qu'il ne veut absolument pas que tous les fils électriques ne finissent par devenir totalement visibles aux yeux de tous. Donc, je vous montre simplement, par exemple, si vous étiez les avocats de Brian Harpo, ce serait gagné d'avance. Je dirais non. Au minimum, j'enverrai à ce type une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Je ne suis pas du genre à poursuivre en justice, mais j'enverrai probablement à ce type une mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Alors imaginez ma surprise quand j'ai été contacté par Blake Bendars lui-même, cet homme juste là. Et j'ai appris que Blake Bendars avait été assigné par Dylan Law Group, mais pas avec un procès, simplement avec un ordre de préservation, parce qu'il pense qu'il pourrait avoir quelque chose qui pourrait aider à me poursuivre dans le cadre d'une action en diffamation. Quoi? Les gars, on vit dans un monde à l'envers, d'accord? C'est tout simplement aberrant, vous comprenez? Ici, c'est au-delà de la raison. Ils savent qui il est visé par une plainte, ils savent ce qu'il a dit, ou bien ils le mettent en avant, ils démontrent ce qu'il a dit et ils me blâment. Et ils sont c'est juste là. Et puis, non. On poursuit Candace. Hey Blake, tu pourrais nous aider? On pense qu'elle a parlé de cette réunion à Fort Huachuca et on essaie de la voir. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement ici? Et qui est donc Douglas Bednars? Je vais donc vous raconter mes échanges avec lui. J'ai été présenté à lui par quelqu'un en qui j'ai confiance, très tôt, vraiment au début de notre enquête, lorsque nous étions dans la phase de collecte des vidéos. Nous avions dit à tout le monde, si vous avez des vidéos, envoyez-les nous à tipsacandiceowens.com. Et une amie à moi m'a contacté et m'a dit « Et il y a ce type qui prétend avoir des images inédites de l'événement UVU. Et est-ce que je peux l'organiser pour qu'il te parle? » J'ai dit « Bien sûr. » Il a dit qu'il avait d'une manière ou d'une autre un contact qui était présent à UVU et qui avait tout. Donc, nous nous sommes mis en contact. La première chose étrange, c'est qu'il voulait absolument être en FaceTime. Il tenait vraiment à être en FaceTime. Je me suis dit, bon, c'est bizarre, mais d'accord. Nous avons discuté de quelques théories possibles. Est-ce que ça aurait pu être un micro qui a explosé? Je ne sais pas. Et on n'a pas parlé de Brian Harple, ça c'est sûr. Mais ensuite, à force de lui demander, d'accord, est-ce que tu pourrais m'envoyer cette longue séquence vidéo que tu as? Il ne l'a jamais vraiment fait. Il m'a juste envoyé un extrait par-ci, un extrait par-là, un lien vers la vidéo de quelqu'un d'autre. Il repoussait toujours l'échéance. Et finalement, j'ai juste eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait. Vous savez, j'ai eu une intuition et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mon sixième sens s'est déclenché en décembre, justement au moment où nous avons commencé à parler de Fort Huachuca. Quand il a soudainement changé de ton et a commencé à m'envoyer des choses sur Brian Harple en exigeant de façon radicale que je montre les images, que je montre et présente ce qu'il croit s'être passé à propos de Brian Harple. En gros, il essayait de dire que j'étais un imposteur. Il faut absolument que vous parliez de Brian Harple. Vous pourriez trouver ceci. C'était fou. Et au fait, où sont vos images de dos? Il serait peut-être difficile de savoir si je l'avais réellement. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais mordu à l'hameçon. Je fais toujours confiance à mon instinct. J'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Je ne vous répondrai donc plus à partir de la mi-décembre. Il n'a tout simplement pas répondu, et je suis tellement reconnaissant de ne pas l'avoir fait, car il se pourrait bien qu'ils aient tenté de me tendre un piège d'une manière ou d'une autre. Je vais vous expliquer pourquoi j'en arrive là avec Turning Point USA et dites-moi si vous êtes d'accord
Parce que, quelqu'un va le dire explicitement. Je vais d'ailleurs vous en montrer la preuve. C'est exactement ce qu'a dit l'un des YouTubers, nos gars de l'armée, qui me menaçait en gros de ne rien demander à Mitch. N'interviewe pas Mitch, ne parle pas à Mitch. Il a des bébés, maman. Il a des problèmes. On va exposer tes combines. On va montrer à tout le monde quel genre d'homme il est. OK, je n'essaie pas d'épouser ce type. J'essaie juste de savoir s'il était à Fort Huachuca. Lisons quelques-uns de ces messages. Maintenant, pour vous donner du contexte, ces messages étaient censés m'être adressés, n'est-ce pas? Donc, ce sont les gars de l'armée sur YouTube qui insistaient pour que je parle avec eux afin qu'ils puissent m'expliquer parce que c'est leur territoire. Nous, on connaît les trucs militaires. C'est un cas d'usurpation de statut militaire. Mitch n'a même jamais été dans l'armée. C'est un imposteur. J'ai parlé à une ex-femme qui a dit qu'il n'a jamais mis les pieds à Fort Huachuca de toute sa vie. C'est là que nous en étions au début. Voici l'un de ces messages que je veux lire. Et donc la personne dit « Mec, il n'a pas vu Erika et Brian Harpole. C'est juste un escroc, ma source. » Chez Turning Point USA, on m'a littéralement dit qu'ils avaient tous les documents et preuves. Brian et Erika n'étaient pas là. Et ils laissent délibérément Candace se saboter elle-même avec cette affaire pendant qu'ils préparent une action en diffamation massive. Quoi? Ça n'a pas de sens. Je suis en contact avec Turning Point USA pendant cette période. J'ai rencontré Erika cette semaine même. Que pensez-vous? Pourquoi ne le feriez-vous pas? Cela a-t-il le moindre sens? Pourquoi ferais-tu ça? Ça n'a aucun sens pour moi. J'y réfléchis, ça ne peut pas être vrai. Voici un autre message. Non, pense-t-elle. Le fait qu'il se soit rendu sur une base militaire rend son récit concernant sa rencontre avec Erika et Harpo en quelque sorte crédible. Il semblerait également qu'il ait passé du temps en prison et que son insigne des forces spéciales lui ait été retiré pour des crimes contre un enfant. Ceci est conforme à la lettre blanche. Bref, j'ai fait mes recherches et nous pouvons le faire. La voie difficile. J'ai fait preuve de diligence raisonnable, pardonnez-moi, en lui donnant une chance. On peut le faire de la manière difficile. Et l'associer à un escroc ayant un passé horrible d'abus envers les femmes et les enfants et à celui qui a collecté 130 000 $ pour lui. Il me menaçait déjà avant même que je parle à Mitch. Il menaçait de les lier. Escroc. D'abord, il n'était pas militaire. Alors ils ont dit « D'accord, mais peu importe qu'il l'ait été. Il n'était pas à Fort Huachuca. D'accord. Peut-être qu'il était à Fort Huachuca, mais ce n'est pas parce qu'il était à Fort Huachuca qu'il a vu Brian et Erika. D'accord, nous avons envisagé la possibilité qu'il se soit trompé sur l'identité de la personne qu'il a vue, mais cela m'a paru étrange. C'était une réaction bizarre. J'avais l'impression qu'ils me menaçaient et disaient qu'ils allaient, comme toujours, ruiner ma carrière si je ne faisais pas comme ils le voulaient. Ils pourraient me protéger autrement. Tu sais, on pourrait te protéger, mais tu dois nous écouter et ne plus parler à Mitch. D'accord. Et ils ont une source chez Turning Point USA qui dit qu'ils sont en train de le planifier. Ils ne répondent volontairement pas à mes questions parce qu'ils vont le faire. Ils veulent me donner assez de cordes pour que je me pende moi-même pendant que je leur parle. OK, donc ils ne répondent pas stratégiquement, selon cette personne. C'est ça. D'après ce type militaire sur YouTube. Mais je dois dire que c'est bien loin de ce que Brian Harpole affirme maintenant dans sa plainte, dans le dossier de son procès. Rappelez-vous, il dit que la raison pour laquelle ils n'ont pas répondu à mes... pas un, pas deux, mais 3 messages distincts. Souvenez-vous, les voici. Voici mes messages. Salut Brian, c'est Candace. Des gens me disent que tu sèmes des graines concernant un procès. On peut discuter en off de ce que tu veux ou clarifier un malentendu. Salut Brian, je te relance. Pour préciser où tu étais le matin du 9 septembre, seule la vérité m'importe. Je démentirai Mitch s'il s'est trompé sur les visages vus. Salut Brian, je te relance pour parler du matin du 9. Je cherche juste à discréditer Mitch pour réorienter l'enquête. Mais bizarrement, tu ne confirmes toujours pas ta présence. Il dit, Brian, dans son dossier, il va dire ça. Sa raison pour laquelle il n'a pas répondu à ces messages, c'est parce qu'il ne voulait pas m'accorder une exclusivité. Il ne voulait pas que je gagne de l'argent grâce au clic en me disant oui ou non. Vous achetez ça? Je me demandais aussi, qui était la source de ces YouTubeurs militaires? Qui est le point de basculement? Une source américaine leur aurait indiqué qu'ils ne répondent pas intentionnellement et qu'ils envisagent de porter plainte? Eh bien, vous vous souvenez?
La réponse est arrivée un peu par hasard. Vous vous souvenez sûrement que le YouTuber Paramount Tactical, l'un des protagonistes, a accidentellement lu en direct les messages d'Andrew Colvette. Et il a dit un peu trop rapidement. Il a lu le message, puis Andrew a dit « S'il te plaît, ne partage pas ça publiquement », mais il l'avait déjà lu à voix haute. Et c'était un alibi concernant Fort Huachuca, affirmant que l'histoire était insensée et qu'Erika était à la maison avec ses enfants. C'est ce dérapage accidentel qui a fait exploser Internet. Parce que pourquoi Andrew et Erika auraient-ils besoin de coordonner secrètement un message de relations publiques avec un YouTuber relativement inconnu? Alors qu'ils étaient tous les deux en contact avec moi à ce moment-là. Erika et moi venions justement de nous asseoir ensemble le 15 décembre. Cela m'a paru étrangement sournois. De plus, lors de notre entretien, Erika m'a dit qu'elle n'utilisait plus Andrew comme responsable des relations publiques parce qu'il agissait sans cesse de façon imprévisible. Il continuait à agir de façon imprévisible. Eh bien, là, nous avions la preuve qu'il n'agissait pas de façon imprévisible parce qu'il s'agissait d'une photo d'elle lui envoyant un faux alibi, une photo où elle couvre son téléphone avec ses enfants à la mauvaise date. La voici. Et lui, dîner. Et alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il le tournant secret, source américaine qui coordonne? Pourquoi Erika ne m'envoie-t-elle pas simplement un message pour dire « Hey, tu as vu ton émission? Je voulais juste te prévenir. » Tu sais, elle n'était pas là. Donc, c'est tombé comme un double choc, non? Tout le monde agissait vraiment bizarrement à propos de Fort Huachuca. C'est toujours le cas. J'ai donc entrepris de découvrir ce qu'il en était en envoyant des messages à la fois à Andrew Colvette et à Justin Strife au sujet de Fort Huachuca le 27 décembre, après que nous ayons compris qu'Andrew Colvette était celui qui travaillait sur cette communication. Voici mon message à Justin Strife et Andrew Colvette en groupe. Je vous réunis ici vu l'écart entre les dires d'Andrew et la réalité. Question simple, Mitch Snow affirme avoir vu Brian Harpole quitter une réunion à Fort Huachuca vers 7h30, le 9 septembre. J'ai contacté Brian Harpole pour clarifier cela, sans réponse. Envoyez-moi une vidéo, des métadonnées ou des SMS et je le réfuterai publiquement. Peu importe, il n'a jamais dit qu'elle était à la réunion. Mais il pense aussi avoir vu Erika quitter un hôtel sur la base le 8 septembre, accompagnée d'un type qui avait l'air des forces spéciales. Cela aurait été vers 18h45. Si Andrew souhaite réfuter cela officiellement, qu'il le fasse. Je suis prêt à tenir tout le monde informé afin qu'il n'ait pas, lui et Erika, à passer par des YouTubers obscurs pour communiquer. Il y a également maintenant une confusion persistante parce qu'Andrew a envoyé un message à Gary de Paramount Tactical affirmant qu'Erika était avec Charlie le 9 à leur bureau toute la journée. Mais Erika elle-même, elle a dit à Jesse Waters que Charlie était au bureau toute la journée et n'a jamais dit qu'elle était avec lui. Elle a dit qu'ils avaient dîné ensemble ce soir-là, ce dont je suis au courant. J'ai perdu le fil ici. Ils ont dîné ensemble ce soir-là, ce dont je suis au courant parce que c'était avec le père Klein. Gary m'a confirmé que les messages d'Andrew concernaient l'emploi du temps d'Erika le 9 et non le 8. Honnêtement, je n'étais pas aussi intéressée par son observation d'Erika. Ça explose car Andrew a contacté ses YouTubers, ce qui brouille tout. C'est ce que j'ai ressenti. C'est devenu bizarre maintenant. Pourquoi? Il ne portait aucune accusation contre Erika. C'est un tsar. Je veux dire, il y a 1000 raisons pour lesquelles elle pourrait être sur la base. Sa mère travaille avec l'armée. Elle aurait très bien pu rendre visite à une amie ou elle aurait pu rendre visite à sa mère. Pour autant que je sache, quand sa mère était malade, elle aurait pu être sur la base militaire, non? T'as accès à ça. Tu travailles dans le renseignement. Rien de tout cela n'était étrange jusqu'à ce qu'ils rendent la situation vraiment bizarre par leur réaction. Les menaces, essayer de me mettre sous pression, on va te ruiner si tu sors ça. On enquête sur ces baby-mamas. On fouille toute la vie de Mitch. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourtant, dans une démarche noble, j'ai quand même essayé d'obtenir une réponse de quelqu'un et j'ai envoyé un message à Dan Flood. Là, on est déjà en janvier. C'est à Brian, partenaire d'affaires, collègue de longue date. Le 4 janvier, je lui ai envoyé un message et voici ce que je lui ai écrit.
J'ai dit « Cela n'était pas inclus dans le dossier ». J'ai dit « Salut Dan, c'est Candace Owens. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je sais que tu es toujours en contact avec Brian Harpole et que les tensions sont peut-être un peu bizarres entre vous et Turning Point USA. Je l'ai contacté plusieurs fois, mais je voulais voir si tu pouvais peut-être aider à faciliter une conversation entre lui et moi. C'est simple. Un témoin l'a vu à Fort Huachuca le matin du 9 et je veux sa déclaration à ce sujet. Merci. Pas de réponse. Pas de réponse. Il existe cette caricature de Candace Owens selon laquelle elle ne fait jamais aucune vérification préalable. Elle se contente de diffuser des impressions. Elle n'essaie pas vraiment de découvrir la vérité. Cette situation n'était pas si intéressante jusqu'à ce qu'elle le devienne vraiment. À en juger par les réactions de tout le monde semblait bizarre à l'idée de donner une simple réponse par oui ou par non. Et quelle serait la raison à cela? Quelle serait la raison pour laquelle tout le monde est devenu aussi étrange? Que soudainement, Andrew Colvette travaille avec des YouTubers et essaie de se trouver un alibi, pas en passant par moi, mais en essayant de me répondre à travers ces YouTubers. Devons-nous supposer que c'est lui qui dirigeait les menaces? Peut-être, je ne sais pas. Nous le découvrirons. On va sacrément le découvrir avec ce procès. Je dirais qu'il n'y a que Tupac raison possible pour expliquer la réaction de tout le monde. La première raison possible, c'est qu'ils étaient vraiment, comme l'ont exprimé les brosses militaires, avant même que j'invite Mitch en train de comploter pour me piéger dans un procès en diffamation. Et tout le monde s'est immédiatement rallié à ça, essayant de faciliter la chose en ne répondant pas ou en donnant des réponses étranges. C'est une option. La deuxième option, c'est qu'ils étaient vraiment à Fort Huachuca. Nous n'avons encore vu aucune clarification ni aucune preuve du contraire malgré son dépôt qui, à mes yeux, ressemble à une campagne de relations publiques. Je suis d'accord avec l'analyse que Baron Coleman a donnée dans son émission. Si j'étais juge fédéral, un procès comme celui-là, qui donne l'impression qu'on essaye de le mettre en couverture d'un magazine, me mettrait un peu en colère. Je dirais, vous jouez avec la justice, là. Vous avez passé les 3 premières pages à la traiter d'antisémite. Quel rapport cela a-t-il avec vos revendications? Quel rapport cela a-t-il avec vos revendications? Bref, je voulais vous montrer ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'article de Blake Bednar. Ça n'a aucun sens pour moi. Je pense qu'il y a des recherches à faire. Tout le monde, d'un coup, a commencé à trouver ce type vraiment étrange et à remarquer à quel point il était en colère, que personne ne reprendrait ces accusations selon lesquelles Brian Harpole aurait appuyé sur la gâchette pour assassiner Charlie Kirk. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessous. Je vais évidemment le découvrir. Je vais continuer à creuser. Nous vous tiendrons au courant et nous reviendrons après une courte pause. L'essentiel de l'industrie du bien-être n'est que du bruit, fausses promesses et remèdes miracles. Ce n'est pas mon approche. Je privilégie les produits fondés sur la science. Le foie est central énergie, digestion, métabolisme. C'est pourquoi je prends Dose. Ce complément liquide biodisponible se prend en shot quotidien de 2 onces au goût d'orange fraîche. Sa formule végétale, cliniquement prouvée, soutient et détoxifie le foie des stress qui le ralentissent. Votre foie est le filtre quotidien de votre corps. Il traite tout ce que vous consommez et accomplit plus de 500 fonctions chaque jour. Pensez à la production d'énergie, à la digestion, au métabolisme des graisses et au stockage des vitamines. Votre foie assure ces processus quotidiens. S'il est surmené, vous le ressentez. Les utilisateurs réguliers de Dose notent moins de fatigue diurne, une digestion fluide et sans ballonnement. Les nouveaux clients peuvent économiser 35% sur leur premier mois d'abonnement en se rendant sur dosedaily.co/Candice ou en entrant le code Candice lors du paiement. Encore une fois, c'est dosedaily.co. Utilisez le code Candice pour 35% de réduction sur votre premier mois. Parlons de Pure Talk. Réfléchissez à votre facture mobile. Si vous payez 70, 80 ou 90 $ pour l'illimité, c'est trop. Avec Pure Talk, profitez du haut débit illimité pour seulement 34,99 $. En fait, ce forfait commençait auparavant à 55 $, mais Pure Talk s'engage à offrir une meilleure valeur. Ils ont donc baissé le prix sans perte de qualité. Si vous pensiez à Pure Talk sans avoir sauté le pas, c'est le moment idéal. Reconsidérez vos options. Et si vous vous demandez si le réseau est à la hauteur des grands opérateurs, vous pouvez l'essayer sans risque pendant 30 jours. Il n'y a pas de contrat ni de frais de résiliation.
Changer d'opérateur prend 10 minutes. Le service client PureTalk basé aux États-Unis vous aide à tout moment. Allez sur puretalk.com Owens. Données illimitées pour seulement $34,99 par mois. C'est puretalk.com/Owens. Très bien, les amis, nous revenons maintenant à je ne sais même plus à quelle saison nous en sommes. Concernant Jeremy Boring, sa poursuite incessante à mon égard, Tucker Carlson, ancien PDG de The Daily Wire. Vous vous souviendrez qu'il a été évincé de l'entreprise, de manière générale, parce que c'est un psychopathe dérangé. C'est pour parler en termes généraux. La plupart des gens qui ont déjà travaillé avec lui en arriveraient à la même conclusion. Il n'arrêtera jamais d'essayer de réussir. À Hollywood, c'est certain. Aucun dirigeant, même avec beaucoup d'imagination. Quoi qu'il en soit, Jeremy Boring, comme je vous l'avais indiqué, était la personne numéro 1 derrière le fait de me traquer effectivement lorsque j'ai quitté le Daily Wire. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'était littéralement du harcèlement, envoyant des stagiaires en mission secrète, prenant l'avion pour me suivre lors de mes événements publics, et cela après que vous m'ayez licencié. Ce genre de choses est du jamais vu, du jamais vu. Et ce n'est même pas le début de ce qui s'est passé par la suite. Surveiller chacun de mes likes sur Instagram, sur Twitter, interpréter cela comme des propos diffamatoires, des motifs pour porter plainte. Je veux dire, des choses vraiment étranges que, si tu faisais ça en tant qu'ex-petite amie de quelqu'un, tu finirais en prison, tu te ferais arrêter. Il n'y a aucun doute là-dessus. On voudrait juste que quelqu'un te laisse tranquille et que ce soit terminé. Il a une personnalité obsessionnelle qui ne sait pas. Il me suivait tout simplement. Évidemment, il suivait aussi Brett Cooper. Et parce que je connais son mode de fonctionnement, parce que je sais avec quelle personne il travaille, il ne se salit jamais les mains, je sais avec qui il collabore. Pour faire passer des messages, comme quand j'étais au Daily Wire, il utilisait Alyssa Cordova, qui envoyait des choses à Ian Miles Chong, qui est généralement très répugnant, pour s'en prendre à ses ennemis. Parce que je sais comment il fonctionne, je sais juste quand je suis au milieu d'une tempête Jeremy Boring. Je le sais simplement. Quand quelque chose porte la marque du Daily Wire, et je l'ai ressenti la semaine dernière, juste avant que Brian Harpo ne dépose un dossier par l'intermédiaire de leur avocat, n'est-ce pas? C'est l'avocat avec lequel Jeremy Boring, Ben et le Daily Wire ont travaillé pour m'attaquer en justice pendant 2 ans, dans le seul but explicite de me ruiner. Et quand beaucoup de ces informations personnelles sont sorties sur ma famille, je t'ai dit 2 des voitures, publiées en ligne avec précision des LLC qui n'auraient pu être trouvées que si, je ne sais pas, tu avais payé cette LLC, n'est-ce pas? Ce que Daily Wire m'a payé pendant des années. Des informations personnelles que j'avais partagées avec eux. Je savais juste que ça venait de Daily Wire. Je ne l'admettrai jamais. Je ne l'admettrai jamais. Ils font toujours semblant que ce n'est pas eux, mais je pense qu'à présent, le public voit comment ils se comportent de façon générale. Alors imaginez ma surprise, ou plutôt mon absence de surprise, quand Jeremy est allé sur son émission hier pour, en gros, donner une tribune à Laura Loomer aux attaques de Laura Loomer contre mon mari. Rappelez-vous, elle a été partout. Mon mari a frappé un gars. Elle a donné le nom du gars, sorti des papiers d'assurance. Je vous l'ai dit. Puis elle a combiné ça avec un autre incident et a dit que nous avions payé quelqu'un. Pour cacher le fait que George, vous savez, brandissait des armes lors d'un accident de voiture, comme s'il était un gangster ou quelque chose comme ça. Comme quoi, le garçon d'Oxford a fait du chemin. Qu'on aurait payé quelqu'un pour cacher cela parce que George n'était pas citoyen quand c'est arrivé. Ça, c'est son thème principal. Mais il y a eu beaucoup d'autres thèmes aussi, mais restons-en à celui-ci et écoutons la façon dont Jérémy essaie de confirmer son histoire. Écoutez ces mots. J'ai lu ça presque tous les jours pendant plus d'1 an. Que j'ai quitté le Daily Wire après avoir mis la société en faillite. Ce n'est pas vrai. Chaque année où j'ai dirigé le Daily Wire, nous avons augmenté le chiffre d'affaires. Chaque année, d'année en année, pendant 10 années consécutives. Mon dernier trimestre complet en tant que PDG a été, à ce moment-là, le plus grand trimestre de l'histoire de l'entreprise. Ma dernière année complète en tant que PDG a été, à ce moment-là, la plus grande année de l'histoire de l'entreprise, tout comme l'année précédente, et celle d'avant, et celle d'encore avant. Mais le mensonge persiste. Ces dernières semaines, des documents et dossiers publics ont fait surface, alléguant que le mari de Candace, George Farmer, a été arrêté à Nashville en août 2023 pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite après un accident. Quand Candace affirme que cela n'a rien à voir avec son mari, que c'est une affaire totalement différente.
George Farmer à Nashville, Tennessee, eh bien, ce démenti me paraît plutôt audacieux. J'ai d'abord été informé de l'arrestation et des accusations, avoir quitté les lieux d'un accident après avoir détruit son camion avec un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale, tout en transportant une arme à feu chargée. Peu de temps après les faits, à l'époque où Candace travaillait encore pour moi au Daily Wire, des personnes ayant accès aux documents du tribunal sont venues me les présenter assez tôt, avant que la situation ne soit résolue. Au moment où Candace a commencé à adopter un comportement de plus en plus malveillant, l'arrestation était déjà assez connue dans les cercles conservateurs. J'ai été personnellement approché à plusieurs reprises par des personnes me demandant si je prendrais la parole au sujet des accusations. À chaque fois, j'ai refusé. Non pas parce que je pensais que la conduite de Candace était défendable, loin de là, mais parce que je croyais alors, et je crois toujours, que la famille devrait généralement être épargnée. Bien sûr, Candace ne pense pas que la famille doive être épargnée. Il suffit de demander à la veuve de Charlie Kirk. Et donc, les gens ont maintenant décidé de jouer selon les règles de Candace. Mais ici aussi, l'absence de journalisme en ligne fait pleinement partie de l'histoire. Bien que les accusations soient désormais connues du public, ce qui rend les démentis de Candace de plus en plus difficiles à croire, il n'y a pratiquement aucun reportage sur ce qui s'est réellement passé dans l'affaire. Il n'y a toujours aucun reportage sur ce qu'il est advenu des accusations elles-mêmes. Candace et George ont-ils payé pour les faire disparaître? La police a-t-elle commis une erreur ou violé les droits de George d'une manière ou d'une autre? Les accusations portées contre lui se sont-elles révélées infondées? Je veux dire, le fait que la police t'arrête ne signifie pas que tu es coupable, après tout. Des journalistes responsables poursuivraient à ces questions s'il en restait encore pour le faire. Vous savez, si je pouvais juste vous expliquer une seconde, j'ai vu rouge hier soir. J'ai vu rouge comme si j'étais dans un état de... Laissez-moi me calmer quand j'ai vu ça. Si vous savez simplement qui est Jeremy Boring, l'audace du mensonge qu'il raconte. Alors, juste pour clarifier les choses, d'accord? Juste pour expliquer ce qu'il affirme, il affirme que cela s'est produit pendant que je travaillais au Daily Wire. Et quelqu'un est venu le voir pour demander un commentaire ou une déclaration, mais ils ne sont jamais venus me voir, ils ne sont jamais venus voir George. Il ne nous l'a jamais dit, d'accord? C'est par là qu'il commence. C'est absolument faux et un mensonge et complètement inventé de toutes pièces. Il n'y a jamais eu d'incident qui se soit produit pendant que j'étais au Daily Wire. Je n'ai jamais été contacté. Les médias à mon sujet, comme si j'étais l'ennemi numéro 1, tu crois vraiment qu'ils auraient gardé ça pour eux? Jérémy, veux-tu faire un commentaire à ce sujet? Nous n'allons pas contacter Candace, mais aimerais-tu commenter cela? Il invente tout. Avant tout, je veux juste me féliciter de vous avoir dit que c'était ces cinglés qui étaient derrière tout ça, d'accord? C'était plus qu'évident. Comme je l'ai dit, tout portait la marque du Daily Wire. Il est en colère car j'ai révélé que ses dépenses ont mis le Daily Wire en difficulté financière. C'est un fait. Il pense aussi que vous êtes idiots. Il critique ma rhétorique, mais c'est lui qui en joue en disant cela. Le CA a cru chaque année sous ma direction. Cela signifie simplement qu'on a vendu plus. D'accord, la croissance du chiffre d'affaires ne veut rien dire. Si vous dépensez 100 000 $ pour en ramener 50 000, vous êtes dans le rouge. Vous n'avez pas fait une bonne année. Le chiffre d'affaires, c'est combien d'argent l'entreprise encaisse, mais ce qu'elle dépense compte bien plus. C'est le bénéfice. Et Jeremy Boring a tout misé après le succès, non pas de ce qu'il a fait, mais de What is a Woman, de ce qu'a fait Matt Walsh. Nous avions nos documentaires. Nous avons eu une année exceptionnelle. Et quand l'argent était au plus haut, il a décidé que c'était le moment d'essayer de percer à Hollywood. Encore une fois, j'ai échoué à Hollywood. Je veux poursuivre ce rêve de lycée. Donc oui, même s'ils ont encaissé plus d'argent que jamais auparavant, année après année, puis ça ne veut rien dire, et ils vendaient plus de choses année après année. Et c'est ce qui s'est passé. Le rêve de lycée de Pendragon Jérémy a coulé l'entreprise financièrement. Avec le projet, je veux être clair, même les studios Disney n'auraient pas investi des dizaines de millions de dollars dedans. C'est un risque financier énorme. Ils pensaient que ça allait être un succès retentissant. Ça a été un échec financier total. Donc, il est en colère contre moi parce que j'ai révélé qu'il avait échoué en tant que PDG. Maintenant, il relaie les dires de Laura Loomer comme avant. Il se pose en autorité, incontesté car ex-PDG de Daily Wire. Et je vous le dis, tout cela s'est passé quand Candace travaillait pour moi et je n'ai rien dit. C'est un mensonge, d'accord? C'est un mensonge. Et comment fait-il? Il parle alors très prudemment dans le but de confirmer ses propos. Ça me paraît audacieux, mais en réalité, il ne confirme pas ses propos.
et il demande à d'autres journalistes d'aller vérifier ses affirmations à sa place. Clarifions, quand il dit que j'y travaillais lors de l'incident, il veut dire que la date du rapport de Laura Loomer coïncide avec mon passage au Daily Wire. Je le répète, il n'y a jamais eu d'incident d'ivresse au volant impliquant la direction à cette époque. Donc non, il n'en avait aucune idée et ne m'a jamais parlé de cela ni de quoi que ce soit concernant George, en dehors de George lui-même. Il les aidait à lever des fonds. Il sait exactement qui est George parce que George voyageait avec le co-PDG pendant que Jeremy était absent. Ce serait incroyable s'il l'avait contacté car vous vous souviendrez que Jeremy a démissionné pour aller poursuivre Pendragon. Il a dû mettre temporairement en pause son rôle de PDG parce qu'il est parti en Hongrie pour tourner Pendragon. Donc personne n'aurait contacté Jeremy Boring. Absolument personne. Mon mari essayait de les aider à lever des fonds. Ils sont allés à Londres, lui et le co-PDG, ou juste le PDG à ce moment-là, le PDG intérimaire à plein temps. Kayla Robinson, George les a présentés à tout son cercle d'amis investisseurs, ainsi qu'au cercle d'amis investisseurs de son père. Donc, quand vous voyez Laura soudainement en savoir beaucoup sur les investissements de mon beau-père, je me demande un peu si cela ne vient pas probablement d'eux. Alors, à quoi fait-il référence? En fait, de quoi s'agit-il après que j'ai été licenciée et qu'ils ont commencé à me traquer, moi et mon mari? Je dis bien littéralement et sérieusement, ils nous ont traqués, mon mari et moi. Eux-mêmes ont engagé des personnes en relations publiques, des personnes extérieures spécialisées en relations publiques. Mes avocats pensent qu'ils ont aussi engagé des détectives privés pour trouver tout ce qu'ils pouvaient de compromettant sur moi et mon mari. C'est comme ça qu'ils procèdent. C'est leur façon de penser. Si on peut obtenir un peu de matière à chantage, on peut amener les gens à faire ce qu'on veut. Et ce sera tout. C'est la raison pour laquelle ils ont envoyé le stagiaire dans l'avion pour me suivre jusqu'au Texas, n'est-ce pas? Ils cherchent toujours à te prendre sur le fait. Ils l'ont bombardé d'une question qu'ils étaient censés enregistrer. C'était destiné à m'embarrasser sur scène et ils allaient la diffuser pour faire croire que ça devenait viral de façon organique. Mais en réalité, ils la distribuent à tous leurs petits sbires. Ils voulaient me détruire par tous les moyens possibles. D'accord? C'est le Daily Wire, Jeremy Boring et leurs affiliés qui sont tombés sur un rapport d'incident impliquant George Farmer à la fin de l'été 2024, quand nous avons été contactés. Et c'est à nous que notre équipe de relations publiques a dit qu'ils essayaient de faire publier l'affaire par le New York Post. Le Daily Wire avait trouvé un rapport et ils essayaient de pousser le New York Post à le publier. Vous voulez que ce soit clair? Charlie était bien vivant et en bonne santé à cette époque. Et en fait, il faisait partie des personnes à qui je parlais de la folie et de la dérive de leurs attaques. Après avoir examiné le rapport auquel il fait référence, le New York Post a refusé de le publier. Ils ont alors essayé de s'adresser à des publications de moindre importance. Je crois que le Daily Beast en faisait peut-être partie. Je dois vérifier ça. Ils ont aussi refusé de le publier faute de confirmation. Ils étaient donc un peu désespérés. Nous avons reçu des appels téléphoniques lors de ces 2 tentatives. Nous étions aussi, c'est très important, engagés dans une bataille judiciaire avec eux à ce moment-là, alors qu'ils essayaient littéralement de nous poursuivre en justice jusqu'à la faillite. Donc, si vous pensez qu'ils nous combattaient devant les tribunaux, essayant de nous ruiner avant même que nous puissions lancer notre nouveau podcast, et qu'en même temps, ils jouaient les bons gars, et qu'ils nous protégeaient parce que la famille est censée être intouchable. Vous êtes complètement fou. Vous ne savez pas qui est cet homme. Il est dérangé. Alors qu'ont-ils fait? Vers qui se sont-ils tournés cette année lorsqu'ils ont voulu relancer leurs attaques contre ma famille? Quelqu'un dont ils savaient qu'il n'aurait aucune morale et qu'il inventerait et propagerait histoire après histoire, sans fin. Et cette personne, bien sûr, c'est Laura Loomer, je cite et nomme une personne. Vous vous souvenez de Tracy Robinson? C'est la victime du délit de fuite qui prétend que nous avons payé pour étouffer 3 arrestations pour ivresse. C'est ce qu'elle publie. C'est ce qu'il essaie de mettre en avant. Et je veux vous dire pourquoi cela m'a fait voir rouge hier soir, parce que le but de tout ça est vraiment sinistre, d'accord? Ils ont fait beaucoup de choses pour essayer de me détruire, pour essayer de détruire cette plateforme, pour essayer de détruire ce podcast. Ce qu'ils font, c'est espérer que ce que dit Laura Loomer soit vrai. Ils mettent les journalistes au défi de révéler un scandale, n'est-ce pas? Un scandale. Alors que George a dû dissimuler de nombreux cas de conduite en état d'ivresse avec de l'argent liquide, lui et moi avons dû faire ceci pour qu'il puisse obtenir sa citoyenneté.
Elle affirme et sous-entend que nous avons menti au DHS. Quel est donc le but ultime des propos de Jérémy? Ces journalistes devraient enquêter sur cette affaire. Où est-ce que c'est passé? Les journalistes devraient essayer de découvrir ce qui s'est passé ici. Le but ultime, c'est qu'il veut que la citoyenneté de George soit révoquée. C'est ce qu'il essaie d'obtenir. Il veut la citoyenneté de George, qu'elle soit révoquée. Il veut que quelqu'un fasse le travail d'enquête pour déterminer s'il pourrait y avoir un scénario plausible où nous aurions soudoyé quelqu'un et menti au département de la sécurité intérieure. Voilà où en est le Daily Wire. Voilà à quel point ils sont désespérés. Ils ont tout fouillé, de ma naissance à l'enfance. Ils ont enquêté sur ma famille, sans rien trouver d'assez scandaleux. Alors, ils espèrent, à tort bien sûr, qu'il y ait une infime chance. Qu'il y ait une chance, même minime, que George et moi ayons enfreint la loi fédérale en cachant et en mentant délibérément au département de la sécurité intérieure à propos d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse. C'est totalement faux. Nous n'aurions jamais pris ce risque avec des enfants et ils ne trouveront rien. Donc, journalistes, sentez-vous libre de vérifier cela. Nous n'aurions absolument jamais menti. Laura identifie des gens. Nous appelons le DHS. Nous allons le faire. N'hésitez pas à le faire, mais je veux vraiment que vous y réfléchissiez profondément. Oubliez Laura Loomer. Il s'agit d'une personne qui était auparavant PDG du Daily Wire. Je veux vraiment que vous réfléchissiez à quel point c'est sadique, qu'il espère pouvoir briser ma famille. Un vrai journaliste devrait s'intéresser à cela. Pourquoi? Parce qu'il a coulé son entreprise et sa carrière en essayant de me détruire. C'est ce qu'il réclame. C'est exactement ce que nous sommes. Nous espérons que c'est vrai. Et Laura Loomer identifie le DHS. Elle identifie Mark Mullins, le secrétaire à la sécurité intérieure, pour leur demander d'enquêter sur George pour violation de loi fédérale. D'accord? Donc pour moi, c'est l'audace qu'il a d'utiliser Charlie Kirk, mon ami, pas le sien, comme bouclier humain, en prétendant qu'il fait ça pour Erika, qu'il fait quelque chose qui serait en fait inhabituel. Oui, non, nous ne nous en prenons pas aux membres de la famille, mais je dois faire ça pour Erika parce que Candace s'en prend aux membres de la famille. C'est stupide, évidemment, parce que Erika est une personnalité publique et une célébrité. Elle n'est pas une veuve endeuillée restée à la maison avec ses enfants. Arrête de faire comme si elle l'était. Et arrêtez aussi de faire comme si les 3 dernières années de ma vie n'avaient pas été consacrées à vous et à vos agissements de harceleurs déments visant à me ruiner, moi et ma famille. Shane Cashman l'a parfaitement résumé sur X lorsqu'il a écrit ceci. Il a écrit « Jérémy, c'est ennuyeux. Ted Bundy fait-il un Mr. Impression de Rogers ?» Toute l'équipe, mon équipe, nous travaillions tous pour Daily Wire. On a ri comme « c'est la description la plus précise ». Pour quiconque a côtoyé Jérémy Boring, c'est la description la plus juste. Cela se voit à son comportement. Eh bien, je ne fais ça que pour cette raison. Journaliste, le journalisme existe-t-il encore? Exactement. Il est Ted Bundy qui fait un M. Impression de Rogers. Donc, si vous avez besoin de plus de preuves, veuillez noter ce qu'il a tenté de faire à Brett Cooper. Elle avait quoi? 21, 22 ans à l'époque, pour le crime d'avoir voulu se marier. C'est exactement comme être traqué par Ted Bundy, qui fait semblant d'être Mr. Rogers. En surface, nous sommes contents de voir Brett partir. Nous lui souhaitons bonne chance. En coulisses, je vais la ruiner. Je vais la détruire. Je vais la poursuivre en justice parce qu'elle porte une chemise bleue. J'irai à son mariage et je proposerai à sa demoiselle d'honneur de reprendre son émission parce que je veux qu'elle souffre. Et je vais être clair, c'est mal pour les 2 parties de cette équation, d'accord? 2 filles ont été blessées dans ce processus. 2 jeunes filles ont été blessées dans ce processus. Parce qu'il était dérangé, focalisé et obsédé. Voilà le vrai Jérémy Boring. Maintenant, vous voulez parler de son obsession? Je veux que vous sachiez, c'est une statistique réelle. Depuis le lancement de son nouveau podcast, Jérémy Boring a fait 19 émissions que personne n'a regardées. Vous devez savoir que 17 d'entre elles portaient sur moi et Tucker Carlson. 17 d'entre elles portaient sur moi et Tucker Carlson. C'est un ancien employeur qui ne fait que traquer, non? Il me traque et fait passer ça pour une émission. Tout tourne autour de moi et de Tucker Carlson. Maintenant, pour son dernier point, il fait semblant que cela aurait pu être une question de morale, n'est-ce pas? Cela aurait vraiment pu être une question de morale, mais il a choisi d'attaquer mon mari, qui a essayé de l'aider à sauver son entreprise. C'est ce qu'ils font. Ils ne cessent de parler, d'ailleurs, dans un sens plus large, de morale, n'est-ce pas?
Nous sommes meilleurs que vous. Daily Wire, lui et Ben, nous sommes meilleurs que vous, alors qu'en privé, ils cherchent à détruire des gens et à briser des familles. Ils pensent, et je veux dire que ce soit en disant de ne pas se marier ou en s'en prenant au mari de quelqu'un, c'est comme ça qu'ils jouent le jeu. Et il affirme que c'est une position morale que les journalistes devraient suivre, ce qui pourrait potentiellement être un scandale du DHS, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que ces journalistes, s'ils ont un peu de temps libre, s'il en reste, comme il l'a dit, des journalistes responsables qui souhaitent enquêter sur ce genre d'histoire, ils devraient probablement commencer par se pencher sur les nombreux scandales que le Daily Wire a cherché à étouffer. Certains de ces scandales ont lieu en ce moment même, n'est-ce pas? Je vais poser la question. La police a-t-elle commis une erreur en arrêtant leur employé de longue date et opérateur caméra, Zachary Lewis, qui a été arrêté, concernant l'une des affaires de pédopornographie les plus troublantes que j'ai jamais lues? Il a été arrêté en mai dernier. C'est en fait trop choquant pour être décrit en détail, mais il suffit de dire que cela implique cet opérateur caméra distribuant. Il a été accusé. Je devrais préciser, car l'affaire est toujours en cours devant les tribunaux, il a été accusé de distribuer de la pornographie, mettant en scène des enfants prépubères dans le cadre de sollicitations d'autres mineurs. Et encore une fois, je vais dire prétendument, car il n'a pas encore été condamné, mais l'affaire suit son cours devant les tribunaux. Et peut-être plus important encore, vous devriez savoir ceci maintenant. Cet ancien employé, Zachary Lewis, se trouve avoir travaillé dans le département enfants du Daily Wire, où il tournait des émissions pour enfants avec des enfants. Maintenant, s'il reste des journalistes responsables, il devrait probablement contacter Jeremy Boring, qui était à la tête du département enfants du Daily Wire, Bentke, pendant que tout cela se passait, et lui demander, vous savez s'il était au courant? Quelque chose à propos de Zach? Y a-t-il eu des plaintes concernant Zach? Au fil des années où il a travaillé là-bas, y a-t-il eu des plaintes, des signes? Les parents des enfants que Zach Lewis était censé filmer étaient-ils au courant? Bentke Kids? Ont-ils été informés de cette affaire en cours, des infractions, des accusations portées contre lui? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus pertinent. Zach a été arrêté, comme je l'ai dit, en mai de l'année dernière. On m'a dit qu'il n'avait pas été immédiatement licencié du Daily Wire, soi-disant. Est-ce vrai? Il y a actuellement 6 chefs d'accusation criminels en attente devant le juge. J'ai publié les détails de l'affaire contre lui sur mon fil X. Je ne vais évidemment pas, encore une fois, les mentionner dans l'émission parce que c'est vraiment, vraiment sombre. Et je pense que, oui, s'il reste encore des journalistes. D'ailleurs, c'est étrange, juste pour ajouter à cela, on m'a informé que ils n'ont pas construit de scène pour renvoyer Zach Lewis de façon spectaculaire et le livrer à la vindicte publique devant les employés, comme ils l'ont fait avec moi. Mon offense, c'était d'avoir dit « Le Christ est roi ». Est-ce considéré comme une faute interne plus grave de dire « Le Christ est roi » et de tweeter que le génocide est toujours mal? C'est pire que ce qu'a fait Zach Lewis. Comme je l'ai dit, est-ce que les parents ont été informés? Et les autres talents, qu'en est-il? Pourquoi étaient-ils au courant de cela? Parce que j'entends dire que personne n'était au courant de ça. Moi, j'ai eu droit à une exécution publique, mais Zach Lewis peut simplement partir. C'est intéressant. Encore une fois, c'est juste au cas où il resterait des journalistes responsables, parce que ça semble être ce qui l'inquiète. Si c'est le cas, là, je pense que vous devriez fournir la réponse à ces questions. Encore une fois, je veux aussi préciser que nous ne présentons cela que par devoir moral. The Daily Wire a établi la règle de toujours essayer de détruire les entreprises de personnes qui réussissent simplement mieux qu'eux sur le marché libre. Ils ne cessent d'attaquer Tucker Carlson, par exemple. Ils cherchent constamment à humilier les autres en utilisant leurs relations personnelles et professionnelles. Je ne sais pas, peut-être que les gens devraient se pencher sur Jeremy. Peut-être réexaminer la relation entre Jeremy et sa femme, une sugar mama bien plus âgée qu'il a rencontrée. Et c'est elle qu'il finance depuis ses échecs à Los Angeles. Toute l'histoire d'origine conservatrice du Daily Wire devrait probablement être remise en question, en fait. Il ne tient pas Anne Boring, sa femme, à l'écart des caméras pour la protéger. Je ne pense pas que ce soit vrai. Et je ne suis pas si sûre de cette histoire, à propos de lui, prétendument acteur en galère à Hollywood, qui serait soudainement devenu le meilleur ami d'Armie Hammer, comme il s'en vante régulièrement lors d'études bibliques. Je ne vois pas Armie Hammer comme le genre de gars à étudier la Bible.
Quel genre de Bible ces deux-là étudiaient-ils ensemble? Parce que les intérêts sexuels d'Armie ne me semblent pas très bibliques. Ils étaient peut-être consentis. Je ne sais pas s'ils étaient bibliques, ceux de Jérémie non plus d'ailleurs. Écrire un scénario de film comme Lady Ballers et y insérer Brett Cooper dans un rôle où elle devrait te lécher le visage, ce qu'elle a refusé de faire, ça me semble un peu gratuit pour une entreprise conservatrice. Pour être honnête, ce n'est qu'une opinion et je l'affirme par devoir moral. Mais encore juste pour info, c'est pour protéger Charlie Kirk. C'est pour ça que je le fais, vraiment, pour le protéger. Tu établis les règles, et je ne fais que les suivre. Je suis juste votre bonne vieille, Madame Rogers, qui a passé la semaine dernière à voir mes employés se faire doxer, leurs visages exposés, leurs enfants en bas âge mis en ligne, mon adresse personnelle publiée, les sociétés à responsabilité limitée, qui curieusement vous avaient été communiquées, dont vous étiez au courant, publiées sur Internet. C'est tout. Bref, vous devriez le savoir. Jérémie a répondu parce que nous l'avons publiquement invité à venir dans l'émission, à parler de George et de ce qu'il a fait, et de quand tu l'as su, à discuter de ta morale et pourquoi elle devrait compter pour les journalistes. Naturellement, il refuse d'incarner le changement qu'il voudrait voir dans ce monde. Voici ce qu'il a dit sur X. Je ne vais pas tout lire parce que c'est encore une diatribe ennuyeuse de Jérémie. On peut survoler rapidement. Cette vidéo, c'est du Candace pur jus. Toutes les techniques rhétoriques manipulatrices du manuel y passent. Des manuels. Bon, elle fait à peu près 236 affirmations, blablabla, la loi de Brandolini. Tout le processus est conçu pour faire passer l'accusé pour un fou, rien que d'essayer. Elle utilise la rhétorique de passe-passe. Suivant, est-ce qu'on peut en venir à ta réponse? Il a dit, je pourrais répondre que je n'ai jamais fait une telle affirmation, mais Candace a déjà suggéré que je travaille avec Laura Loomer pour blanchir des accusations contre elle. Je pourrais répondre que je n'ai pas parlé en privé à Laura Loomer depuis des années. Oh, tu me prends pour une idiote, Jérémie. J'ai travaillé pour toi. Je sais comment ça fonctionne. Comme je l'ai dit, tu utilises tes sbires, tu ne te salis jamais les mains. Tu ne t'es pas sali les mains non plus quand tu t'en es pris à Steven Crowder, d'accord? Tu utilises tes sbires pour faire sortir dans la presse ce que tu veux voir publié. Et si la presse refuse de le faire, tu te tournes vers des gens pour qui tu n'as absolument aucun respect, que tu considères comme juste dérangés, mais stupides, des idiots utiles qui prendront ton argent. Et ces gens-là ne savent peut-être même pas que tu es derrière tout ça. Comme dit, tu gardes tes mains propres. Tu crois qu'on va gober ça? Je n'ai pas parlé à Laura Loomer depuis des années. Ce n'est pas ce qu'on te demande, Jérémie. Tu n'aurais pas besoin de le faire. Matt Sarleson pourrait lui parler, ton avocat pourrait lui parler. Ils semblent peut-être se connaître, ou au moins graviter dans le même cercle au minimum. Il dit que Buchanus est déjà passé à autre chose et affirme que je coordonne avec Ben Shapiro pour faire passer des idées à Laura Loomer. Ensuite, passons à la page suivante. Au fait, c'est comme à chaque fois. Et pour ceux qui travaillent pour lui, les gens qui lisent ça au Daily Wire se disent juste « Mec, tu te souviens, on essayait juste de s'en sortir, mais Jérémie adore vraiment s'écouter parler. En ce moment, tout le monde est sur X en mode « Mince mec, j'ai vraiment envie de partir d'ici. » Cet homme adore vraiment s'écouter parler. Je vais vous dire, le podcast de Jeremy Boring ne sera jamais un succès, mais il aura toujours un auditeur unique, et ce sera Jeremy Boring. Il ne fait aucun doute qu'il s'écoute lui-même pendant qu'il se prépare le matin. Il s'adore, il se croit tellement sage et tellement talentueux. Voici son prochain tweet. Il dit, dans la suite du tweet que je voulais souligner, il dit « Vous pourriez penser qu'il y a une affirmation à laquelle je dois absolument répondre, à savoir qu'un employé du Daily Wire a été arrêté pour des crimes sexuels impliquant un mineur. Oui, je pense que tu devrais répondre à ça. Mais même si cette accusation est terrible, elle n'a rien à voir avec moi. » D'accord, explique-nous ça comme si on avait 7 ans. Si George brandissait une arme et mentait au département de la sécurité intérieure, qu'est-ce que cela aurait à voir avec toi, étant donné qu'il n'a jamais été employé par le Daily Wire, n'a jamais travaillé sous tes ordres et que tu ne l'as pas exposé à des enfants, et qu'il se retrouve à faire face à une accusation comme celle-ci? Je ne comprends pas le lien. Incroyable. Voilà qui il est. C'est tout simplement comme ça qu'il est, tout le temps. Il donne du sens à des choses qui sont totalement insensées. Ensuite, il dit « À part ça, je n'ai rien à dire à Candace.
Elle m'a invité à venir dans son émission pour parler de George, mais je n'ai rien à lui dire, rien à dire sur George, en fait. Elle m'a invité à en parler. Entre les questions pièges, la culpabilité par association et la diffamation, ce n'est pas plaisant. Il refuse de venir ou d'en parler. Il veut juste dire des choses sur Internet. Il dit à la fin que, de plus, son public s'inquiète à juste titre pour sa sécurité s'il va dans le studio de Candace. Jérémy, tu sais, nous tous. Nous avons tous quitté le Daily Wire. Je ne sais pas pourquoi tu te sentirais en danger, mais j'ai proposé, et je maintiens toujours cette offre, de participer virtuellement s'il a peur. Pour sa sécurité, peut-être parce que George brandit des armes? Je comprends. George menace, brandit des armes sur des policiers. Je peux comprendre pourquoi tu as peur pour ta sécurité. Tout le monde le sait. C'est un gangster, un gars d'Oxford. Bref, nous revenons tout de suite après une courte pause. Bon, vous savez, il y a ces jours où, en tant que maman, on ne se sent pas au top. J'en ai eu beaucoup entre le travail, la famille et tout le reste à gérer. Manger équilibré chaque jour n'est pas toujours réaliste. J'ai donc surveillé mes carences alimentaires. Balance of Nature simplifie tout. De vrais fruits et légumes entiers, lyophilisés à froid pour préserver tous leurs nutriments. Puis, le tout devient une poudre pour votre routine simple, sans agent de remplissage ni additifs. Et voici ce que j'adore, ces couleurs naturelles, ces odeurs et ces saveurs dans les fruits et légumes. Elles proviennent des phytonutriments essentiels à notre corps. Découvrez leur système de santé complet mélangeant fruits, légumes, fibres et épices, soit 47 ingrédients naturels. Que vous découvriez ou non, allez sur balanceofnature.com pour 10% de remise sur leurs compléments de fruits et légumes avec le code Candice au paiement. Parlons aussi du financement américain. Les dépenses d'été en 2026 grimpent en flèche, poussant les Américains à utiliser leurs cartes de crédit. Cela vous piège dans des dettes à taux élevés. American Financing a la solution. Sans raccourci, c'est un plan pour assainir vos finances et maîtriser votre budget. American Financing crée des plans adaptés à vos objectifs. Ils examinent vos dettes et montrent comment la valeur nette de votre maison travaille pour vous. Imaginez regrouper vos dettes d'intérêt élevées en un seul paiement simple. Sans frais initiaux ni pression, profitez de conseils honnêtes de consultants salariés. En moyenne, leurs clients économisent $800 par mois. C'est une vraie bouffée d'air frais. Lancez-vous aujourd'hui et vous pourriez sauter vos paiements hypothécaires. American Financing, expert en prêts immobiliers, peut vous aider. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10 ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Salut à tous! Le dernier commentaire est de Dean Jones. Il dit « Quand Candace parle de Charlie avec tant d'affection, sa propre femme ne l'a jamais fait. » Beaucoup n'ont pas pu la comprendre en parlant de Charlie. C'est peut-être parce que, comme mentionné, Blake Neff écrivait son discours. C'est ce que m'ont dit des sources directes licenciées depuis du Daily. Je l'ai été licencié de Turning Point USA. C'est peut-être pour ça. Je pense aussi qu'elle lit sur un prompteur. Généralement, quand elle parlait, ses mots n'étaient pas les siens. Il y a sûrement une raison. Je ne suis pas sûre. Je ne pense pas que Blake Neff serait mon choix de nègre littéraire en général. Chaque jour, il regarde l'émission. Il extrait des choses en direct, pratiquement depuis l'émission. Chaque jour, je lui demande « Blake, je veux que tu restes concentré sur une seule chose. » Il y a des donateurs qui disent ça. La voix de Charlie disant qu'il nomme Erika comme PDG, ce que vous prétendez s'être produit lors des événements à Aspen. Des donateurs présents affirment que cela ne s'est pas produit. Blake, qu'en dis-tu? Peux-tu, s'il te plaît, diffuser la vidéo? C'est tout. Un deuxième numéro, je suppose, deuxième commentaire. J'allais dire premier commentaire. Jenny. Dimwit écrit « Blake Lively est une véritable influenceuse. Elle m'a influencée à ne plus jamais regarder un film dans lequel elle joue. » Je suis d'accord, on est beaucoup à le penser. Je n'aime pas leurs publications sur elle. J'ai juste trop vu comment elle traite les gens. C'est très difficile de revenir après ça. Écoute, j'espère qu'ils seront riches pour le reste de leur vie. Je pense que prendre une retraite discrète, faire un peu de charité et élever leurs enfants, ça me va tout à fait. Je ne leur souhaite aucun mal, mais c'était difficile de lire ce qu'ils ont fait à Justin Baldoni. Par pur plaisir, elle et son mari, juste pour le sport,
Je ne veux vraiment plus jamais revoir Ryan Reynolds, par contre. Le harcèlement qu'il lui a fait subir était tout simplement incroyable. Tellement pompeux et tellement arrogant. Encore des commentaires de l'épisode d'aujourd'hui. Désolé, je n'étais pas prêt à faire défiler jusqu'ici. Sarah écrit d'abord « Qui d'autre se souvient du moment où Candice a révélé qu'Andrew Colbert était la personne qui avait trahi Charlie dans son rêve ?» Absolument. C'est en fait très intéressant, surtout avec le recul. C'est vraiment très intéressant ce qu'est Andrew. Il semble que beaucoup d'autres choses soient révélées. GB écrit Candice, j'ai besoin de complicité dans ces absurdités, Mersh. Nous avons de nouveaux produits dérivés qui arrivent bientôt pour vous. Il va y avoir En fait, les produits dérivés sont excellents. Attaque, Vretch écrit, meilleure citation pour la rubrique Fed de loin, citation, prends-le avec un grain de crack. Quoi qu'il en soit, Laura, prends ces paroles avec des pincettes. Alaska Dog Lady écrit, rien à dire. C'est de la folie. Mais attendu, une journée de plus en guerre spirituelle et un démon reste un démon. Catholique Gang Gang, ma sœur spirituelle dans le Christ. Oui, on est en plein dedans. On est en plein cœur de l'action. Mais je dois dire, vu la façon dont il s'agite, la désespérance, la colère, l'obsession sans relâche, on dirait bien qu'on est en train de gagner. C'est difficile. Croyez-moi, chaque jour, je ne peux pas faire semblant que ce n'est pas difficile pour moi. Quand ils s'en prennent à mes employés qui n'ont rien à voir avec tout ça, ou quand ils s'en prennent à des membres de ma famille qui n'ont rien à voir non plus, comme taguer des membres de ma famille dans des publications, je me dis, j'aimerais qu'ils me dirigent toutes les attaques à moi seul. Mais je sais aussi que tout le monde, je pense, en est ressorti plus fort. Et on ressent tous la même chose. Ces attaques semblent arriver parce que, en tant que société, on se rapproche de la vérité. Et donc, nous savons que nous devons continuer à avancer, nous réveiller et nous battre un jour de plus. Se réveiller et se battre un jour de plus. Et bien sûr, parce que je sais que vous êtes vraiment là pour me soutenir. Ça fait une énorme différence, croyez-moi, si je devais aussi me battre contre vous. Je ne sais pas, je serais probablement en train de m'effondrer un peu, mais je le sais. C'est l'opinion majoritaire et nous nous battons contre une minorité qui se trouve simplement détenir beaucoup de pouvoir. Et cela ressemble à un puits sans fond de colère et de dévastation qu'ils souhaitent infliger au monde. Nate Simon écrit « CK, le show serait la plus grande influence de propagande en Israël. Expansion via Salem Media, États-Unis. Il veut la guerre pour contrôler le commerce mondial du pétrole, le détroit d'Ormuz, Malacca, le Japon, Gilberto, Gel, je me trompe toujours. Gilles Gilbert. Vous savez ce que j'essaie de dire. CK, nier l'accord. La propagande prend le dessus. Coïncidence? Seven Sheets écrit « On se souviendra de votre histoire ». Lily Wire était arrogante de vouloir rivaliser avec Disney. Leur pub de rasoir était gênante et tout s'écroulait. C'est quoi cette idée de génie pour un business? J'aime ce que tu fais dans la foi et la prière. Ils n'avaient pas les personnages qui auraient pu réussir ça. Je veux dire, c'était juste beaucoup trop du narcissisme. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas avoir une personne qui veut être devant la caméra et en même temps devant le conseil d'administration. Ça ne marche pas. Il vous faut des gens qui pensent comme des dirigeants, motivés par le profit et non par leurs rêves de lycée et leurs échecs. Et vous devez vous demander, d'accord, objectivement, quelle est la bonne chose à faire? Comment gérer cela? C'est pourquoi j'ai fait la comparaison avec Fox News. C'est inimaginable que, comment s'appelle la PDG de Fox News, Suzanne, je ne me souviens plus de son nom de famille. Fox News. Suzanne Scott. Inimaginable. Imaginez Suzanne Scott tweetant et faisant ce que vous avez vu Jeremy Boring faire. Il rend l'appareil en faisant une émission chaque jour pour parler de Tucker Carlson, de ce qui s'est passé et de ses points de vue uniques. Ce n'est tout simplement pas ainsi que se comportent les personnes qui aspirent à dominer le monde de l'entreprise. Franchement, Jeremy agit comme une e-girl, c'est ce qu'il veut. Il recherche cette célébrité. Contente que le public voit cela, car beaucoup de ces actes ont eu lieu en arbitrage. C'était fou, insensé, je me sentais traquée, et maintenant les gens se demandent « Que se passe-t-il? Pourquoi agir ainsi? Pourquoi relancer ces réseaux? Pourquoi faire 17 épisodes sur 19 sur Candace Tucker? Est-ce normal? As-tu quelque chose à proposer? Es-tu passionné par quelque chose? Veux-tu faire une série d'investigations? Je ne sais pas. Dans le maquillage, tu aimes le maquillage?
Pourquoi pas une émission maquillage? Passionné, il pourrait présenter son look quotidien, ce serait génial. Je ne sais pas, c'est juste mon avis. Jen Common écrit « Est-ce que je boycotte Candace correctement? Je pense que je ne le fais pas comme il faut. Ça m'a tellement fait rire de voir des gens écrire ça à l'époque où ils réclamaient un boycott de notre émission. Toujours la ruiner Candace. Elle n'a pas le droit d'avoir quoi que ce soit. Elle n'a pas le droit de vivre parce que ce n'est pas à travers nous. C'était normal que j'aie de l'argent si je travaillais pour eux. C'est inacceptable que j'aie de l'argent en étant indépendante. Ils refusent que vous achetiez nos produits car cela nous permet de rester libres. Vu notre situation actuelle, on ne compte pas s'agrandir ni intégrer de réseau. Nous pourrions agrandir un peu notre équipe. Nous allons certainement améliorer le studio sur lequel nous travaillons, mais ça va nous manquer ici en bas. Ça va un peu me manquer de prendre la place de mon mari après avoir été viré du Daily Wire. J'adore l'ambiance start-up, j'aime cette soif de réussir, j'aime savoir que ça pourrait échouer. Je vais sans aucun doute y repenser souvent, et cette époque va énormément me manquer. Toute cette période où j'avais l'habitude d'aller les voir en leur disant simplement « Hey, vous prenez un risque. Si vous quittez le Daily Wire, genre, c'est eux les gros poissons en ce moment. Et on ne sait pas si ce podcast va marcher. On le fait depuis mon sous-sol et on n'a même pas de régie. Et on l'a fait. On a réussi à faire marcher tout ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Faire ce qui est juste, je pense qu'à long terme, ça finit par payer. Et le génocide, c'est toujours mal. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus, les gars. Le génocide est toujours mal. Je dois dire que je n'ai pas retenu la leçon. Le Christ est roi et le génocide est toujours mal. Des droits élaborés à la légère. Ceci, c'est pour avoir dû supporter Gollum. Gollum 2.0 s'est débattu dans son jean moulant. Merci de dénoncer les pédocriminels. Le Christ est roi. C'est notre vrai combat contre eux et leurs protecteurs. Droits immobiliers, Lucky Lou. J'aimerais contribuer à votre fonds juridique. Merci beaucoup à vous tous pour toutes ces donations. Allez, Max, Candace, que Dieu vous bénisse et vous protège, Georges et tes enfants. Je dirais que pour le procès Brian Harpo, je suis comme... Je ne savais pas, j'ai tout fait correctement. Et je crois vraiment que cela va nous donner accès à des choses que nous voulions depuis longtemps. Donc, merci à vous qui avez fait des dons et envoyé des super chats, et à ceux qui ont acheté des produits dérivés et qui nous permettent de ne pas être, je suppose, submergés par les procès, ce qui, je pense, est leur stratégie. Je veux dire, c'est ça l'abus judiciaire. Harceler quelqu'un consciemment en le maintenant constamment devant les tribunaux. Je n'ai fait qu'aller au tribunal sans arrêt avec des gens liés au Daily Wire, je suppose, en utilisant le même avocat et tout le reste. On va finir par tout éclaircir. En fait, on a eu une piste intéressante aujourd'hui à propos de Blake Bednar. Donc, on va suivre ça. La mort écrit. Voyez ces procès comme faisant partie du travail. Ils attirent des abonnés cherchant la vérité dans l'obscurité. Heureusement, la cupidité de Satan le rend stupide. Ouais, et vous savez, j'adore Noah. C'est mon avocat de longue date. On a tout vécu ensemble. Même des présidents nous ont attaqués en justice. Des présidents qui, tu sais, postent ma sale tête partout. Sur X ou Truth Social en se moquant de moi. On en a vu des vertes et des pas mûres. On a même eu Jeremy Boring qui nous harcelait. Noah, c'est le pote. Si je n'avais pas de procès, est-ce que je pourrais parler autant à Noah? On ne sait pas. Je ne sais pas si Noah répondrait à mes appels. Je pense que oui. Je lui dis, tu me fais pas payer, t'es mon ami. Je dois te parler. Tu fais quoi? Pourquoi tu n'appelles plus? Je ne sais pas si Noah regarde encore mon émission. C'est si triste. Je pense que Noah est enfin en train de percer. Nomme-le. On le découvre. Il a sûrement beaucoup de clients. Je me demande si je suis son client préféré. J'ai besoin de l'attention de Noah immédiatement. Je vais appeler Noé dans quelques instants. Je pense à toi, Noah. Vous trouverez des produits dérivés sur les sites web que nous avons mis à votre disposition si vous souhaitez soutenir l'émission. Elles étaient servies dans nos tasses à pain de combat. Et nous avons d'autres produits dérivés très intéressants qui vont bientôt sortir. Le moyen le plus simple de soutenir l'émission alors que nous nous apprêtons à franchir la barre des 6 millions sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube en ce moment, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Nous sommes juste là. Nous avons besoin de vous. Nous avons énormément besoin de toi. Alors, faites cela. Vous pouvez aussi rejoindre le club de lecture, les gars. Je vais m'y investir car j'ai hâte de lire mon livre et que vous le découvriez. Pas juste pour le lire, mais pour le parcourir avec vous et vous offrir un aperçu exclusif de sa création. Je connais ce livre. Je me connais vraiment bien. Et je ne sais pas
Je veux aussi lancer un défi aux personnes féministes, surtout à gauche. Où sont mes filles de gauche? Si tu es féministe, je veux vraiment te mettre au défi de lire ce livre. Mais sur makemesandwich.com, vous pouvez l'acheter directement chez nous. Vous pouvez aussi l'obtenir sur Amazon. Mais je pense que ce livre vous fera comprendre d'où je viens et pourquoi je dis que je ne suis pas féministe. Je suis sûre que vous avez vu les gros titres. Oh, c'est comme pour s'amuser et on est tous habitués. J'étais comme ça aussi, tu sais. Je pensais que le féminisme, c'était l'égalité. Je pense qu'apprendre les véritables origines du féminisme transformera ta position sur beaucoup de choses. Donc, je te lance le défi de rejoindre le club de lecture. Nous commencerons ce livre lors de notre prochaine réunion, la semaine prochaine. Bref, les gars, je dois y aller. Je dois juste appeler Noah. Je vous retrouve demain.